Nous allons donc reprendre le cours de cette journée pour cette troisième table ronde, donc que nous avons intitulée Agir à l'échelle des territoires. Et je remercie beaucoup Mathilde Pascal et Anaïta Grisoni de participer à cette table ronde. Donc Mathilde Pascal est chargée de projets scientifiques air, climat et santé à Santé publique France, épidémiologue de formation. Et Anaïta Grisoni, qui est sociologue et urbaniste de formation et chef de l'Observatoire parisien de la santé environnementale. Voilà. Alors, quelques mots de cadrage sur cette troisième table ronde. Ce qu'on a voulu poser comme question, c'est finalement qu'est-ce que change la préoccupation climatique dans nos façons de soigner et de promouvoir la santé publique à l'échelle d'un territoire. Voilà. Encore faut-il préciser tout de suite ce que nous entendons par territoire. Je propose que nous options pour une définition assez indéterminée du concept. Un territoire, ce n'est pas forcément une petite partie d'un pays, une région, un département. Le territoire, c'est, je propose cette définition, mais évidemment on pourra en discuter, c'est une partie de l'espace qu'un individu ou un collectif peut s'approprier comme étant son territoire. Donc ça peut être un département, une région, une ville, un pays, peu importe. Ce qui compte en fait dans ce concept de territoire, c'est peut-être un rapport d'appartenance. On peut donc dire à partir de ce sentiment d'appartenance qu'il génère aussi un sentiment de responsabilité particulier, et sans doute un des enjeux de cette table ronde sera de mettre en lumière cette responsabilité qu'accompagne donc ce sentiment d'appartenance, peut-être aussi de questionner cette responsabilité. Il y a un débat maintenant ancien en philosophie politique qui consiste à se demander si nous avons des responsabilités particulières à l'égard des personnes avec lesquelles nous partageons un territoire, question fondamentale dont nous verrons si nous aurons le temps de l'aborder dans le cadre de cette table ronde. Voilà. Donc, je poserai, pour finir cette petite introduction, deux questions plus concrètes sur notre table ronde. Que change donc la préoccupation climatique dans nos façons de soigner et de promouvoir la santé publique? C'était la question que j'ai posée. Premièrement, que change la préoccupation climatique dans nos décisions ordinaires dans le secteur du soin? Le secteur du soin entendu en un sens large, qui inclut les hôpitaux, les soins ambulatoires, le secteur du médico-social. Donc c'est une première question qu'on peut poser. The Swift Project a publié en 2021 un rapport sur le bilan carbone de la santé, en essayant de mesurer donc l'émission de CO2 donc au sein des établissements impliqués par également le transport des patients. Une question que posent ces données sont de savoir si ces limites planétaires, ces limites mises en évidence donc par ces mesures, vont s'imposer comme des critères de la décision, au même titre que des limites économiques dans le soin ordinaire. Est-ce qu'il y a des lieux où on discute de ces limites? Est-ce que ces discussions, par exemple, ont leur place dans des structures d'éthique? Un exemple dont nous aurons peut-être l'occasion de parler est celui de la climatisation dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. D'un côté, remède contre les conséquences des chaleurs, des canicules, mais d'un autre côté, facteur d'émission de carbone qui produit de la chaleur. Et donc, une autre question qui découle de ça est comment arbitrer aussi entre le court terme et le long terme, une question éthique très importante.
Puis il y a un deuxième pan dont je pense nous parlerons, qui est celui dont nous avons en fait déjà parlé ce matin, notamment dans la deuxième table ronde. C'est la question des inégalités de santé, en particulier des inégalités sociales de santé, mais pas seulement, aussi les inégalités de santé de genre. Et là, pour moi, il y a trois sous-questions qui se posent. Premièrement, ou peut-être trois constats, je ne sais pas. Premièrement, cette préoccupation climatique, elle nous amène sans doute à reconsidérer l'importance des inégalités sociales de santé dans l'agenda politique, puisqu'on sait que le réchauffement climatique conduit à une augmentation des inégalités à l'échelle globale, mais aussi à des échelles plus restreintes. Nous ne sommes pas égaux face à la chaleur notamment. Deuxièmement, peut-être que cette préoccupation climatique, elle nous invite à reconsidérer l'objectif même de la lutte contre les inégalités sociales de santé. Quand en 1986, la Charte d'Ottawa posait l'idée que finalement, nous devons lutter contre les inégalités sociales de santé pour que les individus et les populations puissent prendre le contrôle de leur santé. Il y avait cette idée forte de contrôle, d'empowerment des individus et des populations. Mais on peut se demander, donc face au réchauffement climatique, un processus dont les conséquences échappent en grande partie à notre contrôle, si cette finalité est finalement atteignable, si même elle est pertinente. Est-ce que, et je pense que c'est une des conclusions des tables rondes de ce matin, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt poursuivre un objectif négatif qui est plutôt d'éviter que les milieux de vie deviennent destructeurs pour les vies humaines? Et puis, dernier aspect sur les inégalités sociales de santé, que veut dire s'adapter au réchauffement climatique dans ce cadre-là? Est-ce que cela revient à demander aux gens, par exemple, pendant les crises caniculaires, de s'hydrater, de se climatiser, etc. Solutions nécessaires, mais qui seront de moins en moins suffisantes à mesure que le réchauffement climatique produit ses effets? Ou est-ce que s'adapter, ça veut dire essayer d'agir sur les facteurs de ce qu'on appelle la vulnérabilité structurelle, c'est-à-dire la vulnérabilité qui n'est pas due à des facteurs extrasociaux, mais qui est bien due à l'organisation de la société. Et donc, évidemment, cette deuxième voie d'adaptation implique des transformations plus radicales, aménagement des villes, transport, etc. Voilà pour cette introduction. Je vais tout de suite laisser la parole à Mathilde Pascal pour la première intervention. Merci beaucoup. Donc Santé publique France, c'est un établissement public à caractère administratif. Donc on a des missions un peu particulières, on ne fait pas de la recherche. On produit de la connaissance ou on accompagne de la connaissance pour inciter à l'action. Et moi, je suis dans la direction santé, environnement, travail, dans une unité qui s'appelle qualité des milieux. Le nom de l'unité donne déjà un indice sur le travail qu'on fait quand on aborde les territoires. On est vraiment dans ce que Paul Loup abordait dans la fin de son introduction. On est vraiment dans une logique de transformation. Ce qu'on veut, c'est de manière très cohérente avec ce qui est aujourd'hui publié dans les rapports du GIEC, dans les rapports de l'IPBES sur la biodiversité. C'est une action sur le climat qui atténue les émissions de gaz à effet de serre, augmente les puits de carbone, qui s'adapte, qui protège la nature, la biodiversité, le vivant, vous mettez le mot qui vous parle le plus, et qui réduit les inégalités sociales. Quand le 6e rapport du GIEC, il y a vraiment toutes ces dimensions qui doivent être prises en compte simultanément pour que l'action soit efficace et ait du sens. Alors,
je vais essayer d'aborder en gros 3 points qui sont pourquoi le territoire c'est une échelle intéressante pour nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et quelles questions ça pose. On n'a pas vraiment de réflexion sur l'éthique. En fait, les réflexions qu'on va se poser nous, c'est quelle est notre responsabilité en tant que professionnel de santé publique, c'est-à-dire quel type de données on produit, avec quels moyens, à qui on les partage. Donc c'est plutôt une pratique professionnelle qu'on interroge. Donc clairement, l'action aujourd'hui au niveau international, elle fonctionne pas. Sinon, on serait pas dans la situation dans laquelle on est. Et donc l'échelle du territoire, c'est peut-être l'échelle où l'action va être plus facile à enclencher, ou en tout cas va porter plus d'espoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, ça a été dit ce matin, la fenêtre d'opportunité, elle se referme très vite, mais elle est là. Et ce qu'elle implique, en fait, si on veut respecter les recommandations du GIEC, c'est vraiment des transformations. C'est pas des adaptations, c'est pas des modifications, c'est pas des petites choses. C'est vraiment des transformations dans la manière de vivre, dans la manière de produire, dans la manière de se déplacer, dans la manière d'apprendre, dans la manière de s'organiser. Donc, on est vraiment dans cette logique de transformation. En se disant, en fait, on va essayer d'aller vers des territoires qui s'adaptent, qui atténuent, qui protègent la biodiversité, qui réduisent les inégalités. Le seul moyen de faire ça, c'est de se transformer. On ne pourra pas faire des petits pansements sur chaque solution. Donc le territoire, c'est aussi pour nous, c'est l'endroit où les gens vivent, où les gens travaillent. Donc c'est l'endroit où ils sont exposés. Du coup, c'est l'endroit où il faut mettre en place les mesures d'adaptation pour réduire les effets négatifs de ces expositions. C'est l'endroit aussi où les gens vont pouvoir avoir des comportements plus ou moins favorables à la santé et au climat. Et ça, c'est vraiment totalement dépendant des infrastructures et de ce qui est disponible localement. C'est un exemple hyper classique, mais les mobilités douces, le vélo, la marche à pied, il y a plein d'endroits où ça n'est pas possible matériellement parce que l'infrastructure n'est pas là. Donc, comment on fait pour inciter les décideurs à investir dans ce type d'infrastructure ? Le territoire, c'est aussi l'endroit où les gens vont créer des liens avec les autres humains du territoire, aussi avec les non-humains, aussi avec les paysages. Donc c'est aussi un endroit où on peut vraiment être témoin des transformations. On peut subir ou souffrir de ces transformations. Donc en général, on dit éco-anxiété, c'est un peu pauvre comme terme, mais on sait aujourd'hui que la transformation de l'environnement et sous la pression des crises climatiques, de la crise de la biodiversité, a un impact important sur la santé mentale qui est aggravé par le sentiment d'impuissance. Et donc, c'est l'endroit où on peut beaucoup souffrir, mais c'est aussi l'endroit où on peut s'engager dans l'action, où on peut justement tisser des liens qui permettent de trouver une énergie ou un moyen de se projeter justement dans cette transformation. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'on est dans cette petite échelle où il y a le lien entre les gens, les répercussions du territoire sur les vies des gens, que c'est une échelle d'action vraiment très intéressante. Et il y a déjà des exemples de territoires en Europe, dans le monde, qui font vraiment des transformations radicales. Enfin, ce matin, on avait des gens d'Utrecht. À Utrecht, ils ont remplacé une autoroute à 4 voies par une rivière avec une petite promenade autour. Ça, c'est quand même assez radical comme transformation et ils ont réussi à le faire. C'est juste pour donner un exemple. Donc, aujourd'hui, en tant que scientifique, pour accompagner ces transformations du territoire, ce qu'on essaye d'apporter, c'est de la donnée, de la connaissance. Donc on fait on fait un peu. En fait, on pourrait faire beaucoup plus, mais le premier problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'il y a quasiment personne qui travaille sur les liens entre climat et santé. Il y a encore moins de monde qui travaille sur ces liens à l'échelle des territoires, et il y a encore moins de monde qui travaille sur ces liens dans une logique d'action et d'intervention. Donc en fait,
comme il y a très peu de monde qui travaille, il y a très peu de connaissances et très peu de données, et j'espère que la montée en puissance du nombre d'intervenants sur ces questions-là va aussi apporter beaucoup d'éléments de réflexion, de savoir, et que ce que je dis là, qui va peut-être paraître un peu trivial, dans 2 ou 3 ans, on aura beaucoup progressé en contenu. Donc ce qu'on fait aujourd'hui à Santé publique France, on s'investit sur 3 axes. Un qui est plutôt orienté adaptation, qui est montrer les impacts, puisque si on ne connaît pas les impacts, on n'est pas trop motivé à s'adapter pour les réduire. Comprendre les déterminants de risque. Et à partir de cette compréhension, essayer d'identifier des axes d'adaptation qui vont être efficaces. Le deuxième axe, qui est vraiment très en lien avec le premier, c'est qu'on constate assez vite que beaucoup des actions qui doivent être faites pour protéger la santé, à l'échelle du territoire, elles ne sont pas à la main des professionnels de santé, elles sont plutôt à la main des aménageurs. Et donc on a démarré une stratégie de plaidoyer assez complète pour aller justement chercher les gens, les acteurs publics ou privés qui ont un rôle à jouer dans l'aménagement du territoire, pour leur faire connaître nos données et pour qu'ils s'approprient les connaissances. Alors par exemple, on va essayer de partager des connaissances avec des architectes, avec des maîtres d'œuvre, pour que des choix qui soient pris soient pris aussi en prenant en compte la santé comme un paramètre important du résultat de leur choix. Et puis le troisième axe, là on est plutôt orienté atténuation, c'est montrer tous les bénéfices sanitaires des politiques qui sont favorables au climat. Avec un outil qu'on développe pas mal à l'agence, qui est l'évaluation quantitative des impacts sur la santé, donc qui est une sorte de mini-modèle statistique qui permet, en ayant donné d'entrée, voilà, si je fais telle politique de promotion du vélo, voilà combien de morts je peux espérer éviter à la fin, ou si je fais telle politique de verdissement de la ville, voilà combien de morts je peux éviter grâce à cette politique de verdissement. Donc on a aujourd'hui ces connaissances et ces outils qui sont sur des sujets assez ciblés, puisqu'en gros on est beaucoup chaleur, en termes d'adaptation, et en termes de co-bénéfices de l'atténuation, on est pollution de l'air, bruit, mobilité active, sédentarité et végétation en ville. De l'expérience qu'on a des différents travaux qu'on mène, en fait, ce qu'on voit, c'est que les connaissances qu'on peut avoir à une échelle assez large ne sont pas forcément transposables telles quelles à une échelle plus fine, ou en tout cas ne sont pas forcément celles qui vont être actionnables à une échelle plus fine. Par exemple, si je prends l'exemple de l'adaptation à la chaleur et de la vulnérabilité, donc la vulnérabilité, on l'a dit ce matin, c'est l'exposition, c'est la sensibilité, la susceptibilité individuelle et la capacité à agir. L'exposition, c'est assez facile de cartographier une exposition à la chaleur, de hiérarchiser une exposition à la chaleur. C'est pas hyper facile, ça demande un peu de réflexion, mais ça se fait. La susceptibilité individuelle, c'est déjà un peu plus délicat. On va la définir sur des études épidémiaux. On va dire les personnes qui ont un certain âge, par exemple, ont une thermorégulation moins bonne, donc elles sont plus susceptibles. Les personnes qui prennent ce type de médicaments vont être plus susceptibles. Là où on n'a quasiment rien, c'est la capacité à agir. Et la capacité à agir, en fait, elle dépend du contexte social, elle dépend du territoire sur lequel on vit. Et c'est pas forcément sur tous les territoires les mêmes personnes qui vont avoir un déficit de capacité à agir. Aujourd'hui, c'est très à la mode de cartographier la vulnérabilité, mais en fait, ce qu'on cartographie, c'est le croisement de l'exposition et de la susceptibilité individuelle, et on oublie totalement la capacité d'adaptation, ou alors, au contraire, on fait des raccourcis assez radicaux, qui sont de dire les personnes défavorisées socio-économiquement n'ont pas de capacité d'adaptation.
Mais en fait, on ne sait pas. Il y a des exemples aux États-Unis qui montrent que vis-à-vis de la chaleur, les populations latino-américaines qui sont très défavorisées économiquement, en fait, ont une capacité d'adaptation à la chaleur qui est beaucoup plus importante que des populations plus riches, grâce au lien social et à leur tradition de prendre soin des personnes âgées, qui est plus fort dans ces communautés. Donc quand on fait le raccourci inégalité sociale égale moindre capacité d'adaptation, on a peut-être totalement faux. On voit aussi que les combinaisons, et c'est des travaux qu'on est en train de faire sur l'Île-de-France avec, dans le cadre d'un projet de recherche qui est coordonné par Météo France, où on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut différencier selon les communes d'Île-de-France le risque, notamment de décès liés à la chaleur. Et en fait, on se rend compte que... et puis on essaie de comprendre, aussi, qu'est-ce qui va être protecteur et on a décidé de cibler en particulier la végétalisation. Et en fait, ce qu'on découvre dans cette étude, on est encore en train de s'approprier les résultats, c'est que effectivement, la présence de végétation, elle réduit le risque, mais uniquement pour les hommes de moins de 65 ans. Elle ne réduit pas le risque pour les femmes, quel que soit leur âge, et elle ne réduit pas le risque pour les hommes plus âgés. Donc probablement derrière qu'il y a des questions d'exposition, de comportement, qui sont différents entre les hommes et les femmes, qui sont différents selon l'âge, et on ne peut pas aller plus loin avec des résultats purement statistiques. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que bien sûr le risque est plus élevé pour les personnes très âgées, enfin pas forcément très âgées, pour les personnes de plus de 65 ans, et particulièrement pour les femmes. Et on se rend compte que chez les personnes de plus de 65 ans, la défaveur sociale, donc le fait de vivre dans une commune avec moins de revenus ou avec une défaveur sociale plus importante, ça ne modifie pas le risque pour les hommes, ça le modifie énormément pour les femmes. Donc là, ça veut dire qu'en plus de l'exposition, en plus des inégalités sociales, il y a autre chose qui se met par-dessus, qui fait que l'influence sur les hommes et sur les femmes est différente. Donc ça amène à se poser quand même la question des inégalités de genre. Et quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte que le niveau de pauvreté chez les femmes de plus de 65 ans et chez les hommes de plus de 65 ans, c'est très différent. L'isolement social aussi, c'est très différent. Les femmes sont beaucoup plus isolées que les hommes à âge équivalent. Et donc finalement, quand on regarde tout ça, on dit bah oui, ok. Aujourd'hui, la mesure phare de toutes les villes en France pour s'adapter à la chaleur, c'est planter des arbres. Alors planter des arbres, c'est hyper bon pour la santé, indépendamment de la chaleur, mais en fait, en tout cas, ça va peut-être pas réduire le risque, en tout cas pas pour tout le monde. Pourquoi comment on fait pour, si on fait cette végétalisation, qu'elle profite à tout le monde, comment on fait pour que ça se traduise pas aussi par une gentrification dans les quartiers qui seront végétalisés? Et en fait, quand on arrive à ces questions-là, nous, on n'a plus de réponse. Parce qu'on est épidémiologue, on travaille avec des données quantitatives. Là, on arrive sur des sujets où il faudrait de la science humaine et sociale, de l'épidémiologie sociale, je ne sais pas, toute la diversité des disciplines. Et en fait, personne ne travaille là-dessus. Dans les autres pays, c'est pareil, personne ne travaille là-dessus, donc on ne trouve pas non plus de réponse dans la littérature. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur des sujets où il y a besoin d'acquérir une connaissance fine à l'échelle du territoire de ce qui se passe. Dont on manque cruellement, encore une fois, parce qu'il y a quasiment personne qui travaille sur le sujet. Et où on a vraiment besoin d'interdisciplinarité. Aujourd'hui, l'interdisciplinarité, souvent, c'est des climatologues, des modélisateurs et des épidémiologistes. Et ça s'arrête là. On a très rarement les sciences humaines et sociales qui sont embarquées aussi dans la boucle. Alors je sais pas, sans slide, c'est hyper difficile de suivre le temps, donc je ne sais pas combien de temps j'ai. Sur le volet plus ce qu'on fait sur les évaluations quantitatives d'impact sur la santé, où là on est plus sur la projection. Donc on se sert de cet outil pour travailler avec les acteurs des collectivités, les agents techniques des métropoles, les élus,
en tout cas, on essaye de s'en servir. On a fait une étude pilote avec 3 métropoles et on espère qu'on va pouvoir reproduire ça à une échelle plus grande. En fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, les gens qui sont chargés de mettre en place des politiques de transport ou des politiques de renaturation de la ville ou des politiques de gestion du bruit en ville, en fait, ne font pas le lien entre leur choix et la santé de la population. Parce que les gens qui travaillent en santé-environnement, ils savent que le bruit, c'est un effet sur la santé, la sédentarité, c'est un effet sur la santé. Mais les gens qui travaillent dans d'autres disciplines, ils ne le savent pas. Donc l'EQIS, c'est un très bon outil pour amener les gens à s'acculturer à cette question de santé. Et du coup, pour leur donner des arguments pour essayer de faire passer des choix plus ambitieux que ce qu'ils auraient pu avoir initialement en n'intégrant pas cette dimension santé. Et ce que ça pose là comme question qui est pour moi qui sont 2 questions qui sont un peu délicates. La première, c'est la question de la production de la donnée, parce que quand on produit de la donnée, c'est coûteux. Donc comment on fait pour décider à partir de quelle finesse spatiale temporelle on a assez d'informations pour faire une évaluation correcte, pour donner une information correcte? Est-ce qu'on a besoin de données de température à 25 mètres sur toute la ville si des données à 2 km ça suffit, sachant que le coût entre 25 mètres et 2 km en temps, même en émissions de gaz à effet de serre, des ordis qui tournent et tout, il est énorme la différence. Donc comment on arrive à décider à quel niveau d'information est suffisant? Et la deuxième question, c'est, donc on a essayé dans ces études de beaucoup échanger avec les parties prenantes pour définir avec eux les scénarios, pour choisir avec eux les données, etc. Et finalement, quand on est dans cette logique de co-construction avec des gens qui ne sont pas scientifiques, jusqu'où on va, à quel moment on s'arrête, notamment avec les élus, les décideurs, comment on trouve des espaces d'échange pour qu'ils puissent nous dire de quelles informations ils ont besoin pour qu'on puisse la produire, mais sans pour autant être instrumentalisé ou... oui, instrumentalisé, je pense que c'est le bon terme. Donc on a en fait aujourd'hui pas mal de questions et juste pour conclure, un dernier axe qu'on essaye de commencer à développer, qui est encore tout jeune, c'est qu'on est historiquement, et puis même on l'a vu ce matin, on est toujours sur une rhétorique qui est négative. C'est les impacts négatifs de l'environnement sur la santé, c'est qui est responsable, qui est... Et on voit bien que ça marche pas, ça. Et du coup, on se dit qu'on va essayer d'aller plus sur montrer les impacts positifs d'environnement qui sont favorables à la santé. Peut-être qu'on arrivera plus à motiver les gens et notamment les décideurs si on leur montre l'ensemble des bénéfices qu'il peut y avoir dans des environnements positifs, plutôt que si on leur montre tous les impacts d'environnement défavorable qui peuvent très facilement mettre à distance en ne se sentant pas concernés. Merci beaucoup. Alors moi j'ai pas mal de questions, mais je vais peut-être les garder pour après. Je ne sais pas si parmi vous certains ont des questions de clarification rapides. Oui. Oui. Merci pour votre exposé. Alors moi, j'aurais comme une critique à faire, c'est que je trouve que l'écologie, il faudrait absolument qu'elle s'engage un peu plus d'une manière politique, parce que dans tout ce que vous dites, j'entends pas assez ce discours politique. On est dans un système libéral. Ce système libéral, il crée des empêchements, mais de tous les côtés. C'est un système qui aliène complètement, qui déshumanise. Et si on passe pas outre, si on n'arrive pas à transformer ce système, on va arriver à faire sûrement des choses. Vous dites bien d'ailleurs, il faut des transformations radicales. On peut pas faire des petites transformations, ça servira à rien. Alors on peut arriver, bien sûr, par des rapports de force à droite à gauche à faire des choses, mais à mon avis, il y a vraiment une pensée politique à avoir et que j'entends pas. Aujourd'hui, j'entends pas assez cette pensée politique, je trouve, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, excusez-moi, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je sais que c'est un travail qui est énorme et qu'on peut pas comme ça changer les choses. En tout cas, j'ai pas la recette pour le faire.
Là, je vais plutôt laisser d'autres gens répondre parce que moi, j'ai plutôt la fibre scientifique et pas du tout politique. Donc, j'ai aucune compétence pour vous répondre, mais je suis quand même assez d'accord sur le fond avec vous. Effectivement, moi, j'ai d'abord une première demande, c'est que quand les gens parlent, ils s'identifient. Donc, je vais commencer par dire d'où je parle. Moi, je suis représentante des personnes âgées dans un département, dans un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Et effectivement, ça concerne les personnes âgées et handicapées. On a beaucoup parlé ce matin des personnes qui avancent en âge. On a moins parlé des handicapés, mais ça fait 2 populations vulnérables qui sont évidemment tout à fait préoccupées par le sujet. Et qui ont quand même un petit pouvoir d'influence parce que les personnes âgées, on est nombreuses à voter et que les personnes handicapées, grâce au ciel, grâce à leur capacité de mobiliser autour d'eux et de se mobiliser eux-mêmes, ont aussi un certain impact. Moi, je suis tout à fait convaincue que on ne peut pas se contenter de dire attendons la révolution suprême qui va tout changer et qui va nous créer le monde dont nous avons besoin en détruisant le capitalisme. Ça, je crois qu'on a déjà essayé, puis ceux qui ont essayé, ils ont trouvé un système encore pire. Hein. Donc, je pense que nous devons continuer à essayer de rechercher en tant que citoyens, dans la mesure où nous avons encore la chance d'avoir un système démocratique, d'avoir des élus, entre autres des élus locaux, de nous mobiliser avec eux et, si possible, de quand même produire quelques effets, peut-être qui ne seront pas totalement suffisants, mais je suis convaincue qu'ils peuvent néanmoins avoir de l'importance. Moi, j'avais juste une question de clarification. Quand tu dis les gens n'ont pas la même capacité à agir, de quoi il s'agit exactement? La capacité à agir contre la chaleur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut que je réfléchisse un peu à un exemple. Par exemple, dans une exposition professionnelle à la chaleur, un travailleur qui va pouvoir changer ses horaires de travail, les décaler, ou qui va avoir l'autonomie dans ses tâches et du coup qui va pouvoir éviter les tâches, faire du télétravail ou changer, décaler des activités très physiques qu'il avait prévues. Il a une capacité d'agir beaucoup plus grande que celui qui est totalement soumis aux ordres de son employeur et qui n'a aucune marge de manœuvre. Et donc en fait, c'est pas quelque chose comme ça d'un peu... la même personne, dans un certain contexte, peut avoir une capacité à agir et la perdre le lendemain parce qu'elle est placée dans un contexte différent. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Bien sûr, mais ça inclut aussi les connaissances. Je laisse la parole à Anaïta Grisoni. Merci. Merci, j'espère que je vais apporter un peu de réponses politiques, ou en tout cas une manière politique de voir le débat. Donc je veux bien qu'on lance le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc je suis Anaïta Grisoni, je suis sociologue de formation, spécialiste de l'écologie politique et urbaniste, et je dirige actuellement ce qu'on appelle l'Observatoire parisien de santé environnementale à la ville de Paris. Donc ça se passe au sein de la direction de la santé publique. La santé publique n'est pas une compétence obligatoire pour une collectivité. Et donc c'est vraiment le fruit d'une volonté municipale que de s'occuper de la santé des personnes. Et au sein de cette direction, d'avoir un croisement entre la question des inégalités sociales et des inégalités environnementales sur le territoire, que représente en partie l'Observatoire, dont je vais vous exposer les activités. Donc je prie de bien vouloir m'excuser si ce que je vais vous dire est très terre à terre, mais ça n'empêche pas d'avoir des discussions un peu plus conceptuelles si vous le souhaitez. Donc dans un premier temps, je vous dirais que le débat public sur l'écologie en général est traversé par plusieurs lignes de tension, et une de ces lignes de tension qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'opposition entre la responsabilité individuelle et homogène qu'on entend tous, hein. Donc l'humanité est responsable du dérèglement climatique. Voilà, ça c'est la tarte à la crème qu'on entend habituellement, et donc qui suppose qu'en fait l'humanité est coupable
du dérèglement climatique. Donc d'un côté, on a cette dénonciation, autodésignation de l'humanité comme cet ensemble global, et de l'autre, on a, donc à l'autre bout du spectre, on a un travail sur la responsabilité différenciée, donc avec la responsabilité de certains groupes sociaux et socio-économiques dans le dérèglement climatique, dont les autres, la grande majorité écrasante, seraient plutôt les victimes, et donc dans un rapport un peu politique aux ressources naturelles. Donc les termes de ce débat se retrouvent dans une infinité de supports, du rapport Meadows au rapport Brundtland, au pilier du développement durable. On retrouve l'idée de l'humanité prise en général. Et je trouvais que c'était une entrée en matière intéressante parce que c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé environnementale. Donc c'est un sous-champ disciplinaire, comme le disait Mathilde, dans lequel les toxicologues, les épidémiologistes, tout un ensemble de personnes œuvrant dans le domaine des sciences et des sciences appliquées mettent en évidence, objectivent les données sur les risques sanitaires en lien avec ce qu'on suppose être l'environnement, hein, malgré toutes les questions philosophiques que ça peut poser. Et en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est un champ qui est traversé par une éthique de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que on insiste beaucoup sur les comportements souhaitables que les personnes doivent avoir pour être en meilleure santé. Alors souvent, malheureusement, en oubliant les conditions de production et les conditions d'existence de ces inégalités, hein. Donc ça va être les hommes des classes populaires fument plus que les hommes des CSP supérieurs. Donc je prends un exemple très 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 bateau. Oui, d'accord, mais pourquoi, comment et finalement dans quelle mesure ça altère leurs conditions de vie en bonne santé? Et si on veut, donc l'observatoire, donc l'ADSP en général et l'Observatoire parisien de santé environnementale prend un peu le contre-pied de cette posture de la responsabilité individuelle. Et l'idée, c'est pas de dire qu'en fait, il n'y a pas d'influence des comportements personnels dans la trajectoire de vie en bonne santé, mais plutôt que la responsabilité d'une collectivité, c'est justement de s'assurer que ces citoyens, quelles que soient leurs conditions de vie et d'existence, puissent avoir accès à un minimum d'égalité en matière de santé environnementale, en matière de conditions environnementales de santé. Et c'est ce que j'ai intitulé pour cette présentation l'éthique de la responsabilité collective. C'est-à-dire, par collectif, j'entends l'action de la collectivité. Pas nous tous habitants d'un même territoire, mais vraiment ce que la collectivité est en droit et en devoir, en fait, d'apporter aux personnes. C'est très ambitieux. C'est aussi, il faut toujours avoir l'esprit quand on travaille dans cet esprit-là que, en fait, une collectivité territoriale, elle a pas les pleins pouvoirs. Tout à l'heure, Mathilde parlait de planter des arbres comme solution miracle sur toutes les collectivités de France. Oui, mais en fait, il y a aussi beaucoup de domaines qui sont particulièrement déterminants et qui conditionnent les inégalités sociales de santé qui vont être très basiquement le logement, le travail, tout le domaine du logement privé, les conditions de travail sur lesquelles la collectivité n'a aucune prise. Moi, j'aurais beau faire toutes les recommandations que je veux et même la maire de Paris aurait beau les trouver merveilleuses. En fait, nous n'avons aucune prise sur des choses qui sont quand même à la base de la vie en société et qui sont structurantes. Donc c'est quand même un pouvoir qui est existant, structurant, mais limité que celui d'une collectivité. Et en tout cas, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a divers instruments, divers outils qui ont été mis en œuvre ces derniers temps. Alors, ils ne sont pas parfaits, hein. L'idée, c'est pas de dire que tout ce qui se fait à la ville de Paris, c'est génial. Mais en tout cas, pour vraiment créer cette éthique de la responsabilité collective et faire le lien entre santé publique et environnement. C'est-à-dire de ne pas avoir d'un côté ce qui relève de la santé publique et de l'autre ce qui relève des conditions environnementales. Quand je dis responsabilité collective, c'est parce qu'en fait, on est dans une position de domination, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on est dans une triangulation à la ville de Paris et d'ailleurs, où en fait, on dispose de l'accès à des données scientifiques produites par des experts en interne, c'est-à-dire qu'à Paris, on a quand même la grande chance d'avoir des scientifiques qui travaillent en interne et qui sont dans des programmes de recherche universitaires, dans tout un ensemble de choses, et qui en fait produisent des données propres au territoire parisien. Donc en termes de documentation, c'est quand même très bien documenté, en tout cas pour ce qui relève du quantitatif.
Ensuite, on a accès aux structures de réglementation, à la frontière entre expertise et marché. Donc il y a quand même une position de domination qui est certaine et qui, encore une fois, nous met en responsabilité par rapport à la réalisation des bonnes conditions de santé pour les Parisiens. Donc c'est ce qu'on essaye d'embrasser, notamment à travers l'Observatoire parisien de santé environnementale, mais pas seulement, puisque il y avait plusieurs défis qui étaient identifiés dans la note de cadrage. Et pas encore, je suis encore au préambule. Ça fait si longtemps? Oui, ça fait longtemps. Donc en fait, j'essayais de répondre à la note de cadrage et je me disais, mais est-ce que la question de la santé environnementale est mise à l'agenda? Oui, elle est mise à l'agenda. Après, encore une fois, se pose des questions de sa réalisation. Mais si on veut, ces dernières années, si on regarde ce qui s'est passé au moment de la deuxième mandature d'Anne Hidalgo, il y a effectivement une grande révolution quand même, qui est le PLU bioclimatique, qui est donc le plan local d'urbanisme bioclimatique, qui est censé apporter, à travers l'urbanisme et l'aménagement, une amélioration des conditions de vie et qui en fait prépare à la vie en bonne santé, avant même d'avoir à agir en aval sur des individus atteints de pathologie, quoi. Donc ça, c'est quand même un peu la coloration de cette mandature-là. Et on peut passer effectivement à la slide 2 et même à la slide 3. Donc voilà, première chose, c'est ce qui se fait sur des secteurs qui ne relèvent pas de la santé. Donc, encore une fois, ça a souvent en lien avec des complémences réglementaires. Donc, la ville a pour capacité et responsabilité d'intervenir sur le cadre d'urbanisme, sur les projets d'aménagement. Et ça conditionne énormément de choses, puisqu'en fait, entre un quartier où on va avoir 100 000 mètres carrés de bureaux, par exemple, qui va générer de la densité, du béton, de la vue sur le périphérique, puisque en fait c'est les seuls espaces de foncier disponibles à Paris, c'est essentiellement autour du périphérique. Donc, et des conditions de vie plus ou moins choisies, parce qu'en fait, on a effectivement les personnes qui décident d'aller habiter dans ce type de quartier nouveau. J'ai pas d'exemple, je peux vous donner 100 exemples de ça, mais on a aussi les gens qui subissent ça. Quand on construit un logement social avec vue sur le périph', et que la seule possibilité pour une personne d'habiter à Paris, c'est d'accepter ce logement social, en fait, là, on crée des conditions de vie en mauvaise santé. Et donc, c'est à travers l'action sur le cadre réglementaire, avant tout, qu'on peut agir sur la santé. Et l'idée, c'est pas d'être dans une représentation de la santé en termes de maladie, encore une fois. C'est une représentation de la bonne santé, de la vie bonne, en fait, une représentation un peu plus élargie de ce que c'est qu'une approche écologique de la santé, en fait, pour tout le monde, quoi, sans qu'on ait à se poser la question du recours au système sanitaire. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la lutte contre le règlement climatique. Donc là, le dernier plan en date, c'est la révision du plan climat qui fait beaucoup pour cela. Et ensuite, des actions phares, des actions spécifiques. Alors, tu citais tout à l'heure Utrecht. Malheureusement, on n'en est pas encore à supprimer des 2x4 voies pour faire des rivières à la place. Mais disons qu'on y travaille, voilà. Mais ça, tout ça, c'est des détails sur lesquels je veux bien revenir dans la discussion, parce qu'en fait, derrière chaque mot, il y a un monde de politique publique sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc effectivement, dans le cadre spécifique de la direction de la santé publique, on a décidé vraiment de prendre à bras-le-corps la question des inégalités sociales et territoriales de santé. Il faut savoir que même si 2/3 du territoire parisien concentre une grande partie des richesses de la France, il y a quand même environ 800 000 personnes qui habitent dans des quartiers en bordure de périph', sur l'ancienne ceinture verte, qui sont en fait des quartiers qui souffrent de facteurs de défaveur, si on veut, très importants, et de cumul d'inégalités très importants, parmi lesquels le fait de vivre sur des territoires qui ont des concentrations en termes de risques sanitaires qui sont absolument démentielles à l'échelle de la France. Enfin, je veux dire, vous représentez tous cela très bien, donc je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, on a vraiment une politique de santé environnementale qui a été mise en place et qui en fait est basée sur cette question des inégalités. C'est-à-dire que on a ce plan Paris Santé Environnement qui a été mis en place en 2015 et qui est actuellement en cours de révision. Et un des 3 axes de ce plan, c'est effectivement la question des inégalités sociales de santé. Donc ça requiert quand même, non pas de prendre en compte les sciences sociales,
mais en tout cas de se poser la question à partir des sciences sociales. Et c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que recourir aux travaux des sociologues, des anthropologues pour en fait se dire ah mais il y a aussi cette dimension-là, c'est une bonne chose. Généralement ça n'est pas fait. Mais en fait, ça suffit pas. Il faut aussi se poser la question à partir de la manière dont ces personnes-là se la posent, de manière à répondre à des questions qui répondent aussi à la demande sociale et aux conditions réelles existantes, non pas telles qu'imaginées dans les salons de l'hôtel de ville, pas très loin. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce magnifique bâtiment dont je pense que la plupart d'entre vous ignorent l'existence? C'est la Fondation Eastman. Je fais un peu de pub pour la ville de Paris, là, quand même. C'est une fondation qui se situe dans le 13e arrondissement et qui concentre ce qu'on appelle les laboratoires en santé environnementale. Donc là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Ça existe depuis les années 50. En fait, depuis les années 50, la ville de Paris s'investit, alors d'abord avec une vision un peu hygiéniste, puis de plus en plus avec une vision qui est assez proche de l'écologie, je pense, dans l'analyse des risques sanitaires auxquels sont exposés les Parisiens dans les équipements de la ville, mais pas que. Et en fait, slide suivante, on a l'organigramme des différents services qui sont rendus par les laboratoires de santé environnementale. Donc ça, c'est le découpage des différentes entités existantes. Et en fait, on s'occupe de ce qui est identifié en tant que risque de santé environnementale. Donc les sols pollués, qui sont une vraie problématique à Paris, notamment pour les équipements dans tout le quart nord-est. Je pense aux crèches, aux écoles, aux gymnases. On a la cellule santé-habitat avec des personnes qui interviennent dans des logements soupçonnés d'insalubrité pour vraiment faire des diagnostics et accompagner les personnes pour résorber l'habitat indigne, l'habitat insalubre. Et ça, c'est très différent de la lutte contre le mal logement. C'est pas du tout ça qu'on fait, mais c'est quand même une partie importante du travail, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans des habitats insalubres, en fait, sont exposées à tout un ensemble de maladies qui sont indignes de notre collectivité. Ensuite, il y a effectivement la question de l'amiante qui a été prise à bras-le-corps à partir des scandales sanitaires qui ont ponctué la fin du siècle précédent. On a également le laboratoire des polluants chimiques et celui des micro-organismes et allergènes. Alors là, on ne travaille pas à l'échelle de toute la ville, on n'intervient pas chez les privés, on n'intervient pas dans les entreprises, on intervient vraiment dans le domaine d'exploitation de la ville. Donc ça va être les fontaines, les brumisateurs, les circuits froids pour acheminer l'alimentation dans les crèches. Donc en fait, c'est vraiment dans le but de contenir les risques d'exposition très forts. Il y a une démarche qui est une démarche de santé publique réglementaire de base, mais c'est au sein des services au sein des laboratoires que c'est fait. Et en fait, ces laboratoires ont connu une évolution avec la création, du coup on peut passer à la slide suivante, de l'Observatoire de la santé environnementale, quand en fait on s'est rendu compte qu'il était nécessaire que ces données qui étaient issues des laboratoires, que ce travail très riche qui était fait en régie, donc c'est à peu près 100 personnes qui travaillent dans ces laboratoires, ce travail très riche devait aussi pouvoir nourrir à la fois le travail des élus et la construction des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se contenter de traiter le caractère nocif des conditions de vie des Parisiens. Donc en fait là je vous ai mis les différentes missions desquelles on s'occupe. Donc bien sûr qu'il y a un travail de valorisation scientifique de ce qui est fait par les laboratoires, mais il y a également deux pôles desquels j'aimerais vous parler de manière un peu plus approfondie. C'est celui une seule santé, zoonoses et maladies vectorielles. Donc je sais que Paris défraye la chronique sur les sujets de punaises de lit, de rats, d'espèces à enjeux sanitaires divers et variés. Mais en gros, en fait, on s'est doté de compétences scientifiques pour essayer de réfléchir à ce qu'on appelle la gestion intégrée de ces espèces. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on est dans une logique de présence d'un nuisible sur le territoire qu'il s'agirait d'exterminer, on s'est plutôt placé dans une logique de compréhension scientifique des modes de vie des espèces pour comprendre dans quelle mesure en fait on peut éviter leur présence, non pas dans un truc animaliste que peuvent porter certains élus par ailleurs, mais vraiment dans quelque chose qui relève juste de la compréhension des comportements de ces animaux et
d'une espèce de politique de partage du territoire, sachant qu'il va être inévitable de faire avec les rats. Quand bien même on ne souhaiterait pas, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a ce travail qui est fait dans une optique de One Health sur laquelle je peux revenir après. Et ensuite, on a une action très importante et qui rejoint ce que disait Mathilde en termes d'évaluation des impacts sur la santé. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un travail d'analyse à partir des données quantitatives qui est fait sur les projets d'aménagement de la ville. Et en fait, ça, c'était quelque chose d'assez balbutiant déjà dans les années 2015-2016. On a commencé à faire ça à la ville de Paris. Et aujourd'hui, on est à peine en 2024. Et la direction de l'urbanisme, en fait, considère qu'il est nécessaire que chaque opération d'aménagement soit accompagnée de ce qu'on appelle une EIS. Alors, ça prend plusieurs formes. Ça peut être des portraits de territoire, ça peut être des EIS à proprement parler. Mais l'idée, c'est vraiment de conseiller la direction de l'urbanisme pour savoir quelles sont les conditions, quels sont les projets qui répondent au mieux à la demande, aux besoins sanitaires des Parisiennes et des Parisiens en fonction du territoire, de l'endroit du territoire où ça se place. Alors, j'ai beaucoup de... Donc là, si vous voulez, j'ai une carte. Pour pas être trop longue, on peut peut-être aller directement sur la carte EIS. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Encore voilà. Donc ça, c'est les EIS. Donc comme vous voyez, les projets d'aménagement de la ville portent essentiellement sur des territoires qui sont en bordure de périphérique. Je vous cache pas donc que cette infrastructure lourde a des conséquences sanitaires importantes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'offrir des recommandations structurantes pour que les projets s'adaptent. Mais ça ne peut pas être fait. Je vais vous parler des limites de cet outil. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on peut revenir à la slide d'avant pour que vous ayez un peu un aperçu de ce que c'est, de ce que ça fait. Mais en tout cas, il y a deux évidences. La première, c'est qu'on ne peut pas faire sans la volonté politique qu'il y a derrière. En fait, on ne peut pas faire des recommandations sans qu'elles soient suivies d'une saisie par le politique, par les élus, par des groupes locaux de citoyens qui vont se mobiliser aussi et qui vont prévenir leurs élus. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas faire en dehors d'une politique vraiment transversale où on se pose la question en termes de logement, en termes d'équipement, en termes de commerce en bas de chez soi, en termes d'accessibilité au commerce pour les populations existantes et à venir. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que on essaie de produire des EIS. Encore un petit coup de pub pour la ville. On est la seule ville qui faisons des EIS en régie. Donc il y a une toute petite équipe. Il y a 4 personnes qui ont des postes dédiés aux EIS. Et l'idée, c'est d'aller vers une diversification des politiques publiques et de l'évaluation des politiques publiques à la lumière des impacts qu'elles ont sur la santé. Donc j'ai pas fait la moitié de mon exposé, mais c'est pas grave. Pour finir, je dirais que tout ça se fait dans un contexte où il y a une véritable prise de conscience, je pense, de la part des élus, tous bords politiques confondus, sur la nécessité que Paris soit une ville plus vivable. Je pense que le consensus s'arrête là, mais que après le confinement, au moment du Covid, il y a eu vraiment un tournant qui a donné lieu à des choses comme le PLU bioclimatique, qui a donné lieu à la révision du plan Paris Santé-Environnement et qui a donné lieu, en fait, à quelque chose de l'ordre de, OK, la période des grands projets de l'ère Mysica, où on va avoir des quartiers entiers qui vont sortir de terre avec plein de labels écolos, mais dans lesquels personne n'arriverait à ouvrir une fenêtre et ne se sent respirer à l'intérieur de ces bâtiments. Je pense qu'elle est un peu derrière nous, enfin j'espère. Et là, l'idée de cette mandature-là, c'est vraiment de se dire, bon d'accord, en fait, comment on fait l'alliance entre ce qui relève du social et ce qui relève de l'écologique dans le compte, et la santé est quand même une des entrées les plus favorables parce qu'elle touche tout le monde et tous les Parisiens se retrouvent dedans. Mais enfin, je veux dire, il y a pas de, c'est une banalité ce que je dis, mais vraiment, c'est une des manières les plus directes de toucher les habitants du territoire. Et c'est ce qu'on fait à l'Observatoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette deuxième intervention. Alors, même chose que tout à l'heure, je vous propose de poser des questions. Merci.
Je suis membre de l'UNAFAM, de la Fédération des élus écologistes, et je suis conseiller municipal dans les Yvelines. J'ai plusieurs casquettes, j'ai un regard modeste, mais utile, j'espère. Vous avez parlé d'éco-anxiété, madame. Donc c'est vrai que notre génération, on a vécu ça, c'est pas le ciel qui nous tombe sous la tête, c'est l'arme atomique depuis 1945 qui peut dégénérer en guerre nucléaire. Se rajoute le Covid pour les nouvelles générations et se rajoute la crise climatique avec le mur qui est devant nous. Est-ce que la planète sera vivable prochainement ? Donc, quel outil on a ? Vous êtes épidémiologique, il en faut partout des épidémiologiques, je pense même à Paris, et j'espère que... Pourquoi ? Parce que avoir un regard expert sur les conséquences de l'utilisation, par exemple, des pesticides, c'est les épidémiologistes qui peuvent révéler qu'il y a un lien entre une faible dose et l'impact sanitaire sur des enfants. Pareil pour le valproate de sodium qui est généré par Sanofi, qui entraîne pour les populations environnantes un impact sanitaire. Donc il en faut. Alors un outil qui est possible et qui existe, je pense qu'à Paris, et je termine, c'est le Conseil local de santé et le Conseil local de santé mentale, qui réunit à l'intéressant parce que vous avez des professionnels, vous avez des élus, donc qui vont phosphorer sur comment améliorer la prise en compte de la santé à partir des élus, donc de comment aménager la ville, y compris, j'oubliais, les associations d'usagers, que ce soit les personnes en situation de handicap qui ont un mot expert dans tout aménagement. Et ça, c'est une réalité que malheureusement n'est pas partagée dans des communes. Trop souvent, les associations disent les aménageurs, les services techniques aménagent sans nous consulter pour avis. Parce que nous utilisons l'espace public et nous savons exactement comment utiliser et bien utiliser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces belles interventions. J'étais surtout j'étais aussi impressionné par celle sur Paris et tout ce que fait Paris pour le One Health. Ma question, c'est comment est-ce que vous voyez la nature dans ce cadre-là ? On parlait de la nature comme le béton comme notre nouvelle nature. Est-ce que les humaines et les humains sont adaptés à vivre en ville et comment est-ce que vous développez la santé ? Comment on peut faire une santé environnementale dans une ville faite de béton, de verre, de matériaux ultra transformés avec des biorégions, une biorégion qui ne peut pas fonctionner ? Comment est-ce qu'on fait une nutrition dans une mégalopole comme ça ? Et c'est peut-être, si vous aviez 2 minutes pour parler de votre vision, de qu'est-ce que c'est la santé environnementale dans une mégalopole comme Paris ? Ou est-ce qu'on doit tous, derrière la question, c'est est-ce qu'on doit tous fuir Paris et vivre dans une nature, tout ça ? Ou est-ce que, voilà, je sais pas. Je suis pas sûre que vous avez envie d'avoir ma vision. Des fois, j'oublie que je suis filmée. Alors, je ne parle pas au nom de l'Observatoire parce qu'en fait, la question se pose pas en termes de nature. C'est-à-dire que c'est pas du tout un champ lexical qu'on utilise, même dans le cadre des politiques publiques à la DSP. C'est pas ce champ lexical-là qu'on utilise. C'est plutôt du côté de l'ADEF qu'il faudrait regarder. Mais je vais vous répondre à titre personnel parce que la question est intéressante. Pour moi, la distinction entre nature et culture est pas si rigide que ça. J'ai presque envie de vous dire, mais regardons déjà dans nos tubes intestinaux la quantité de nature qui existe et dans tout ce qu'on est. Donc cette distinction-là ne me convainc pas. Mais au-delà de la balissade, effectivement, on n'est pas en mesure de se poser la question en ces termes-là. C'est-à-dire que quand on fait une forêt urbaine ou quand on a un projet de forêt urbaine ou de trame verte et de trame bleue, quand on regarde, en tout cas moi quand je regarde, ça n'engage que moi, le détail d'une carto sur le PLU qui me promet une trame verte, effectivement, ce que je me dis c'est, oui, non, ça n'a rien à voir avec ce qui pourrait offrir un sentiment de nature comme on pourrait aller le chercher dans des espaces peut-être plus ensauvagés, en tout cas dans l'imaginaire, parce que ces espaces ensauvagés, ils sont peut-être pas non plus exempts de politiques d'usage des pesticides massifs. Enfin, tout ça est plutôt une question de représentation et de pratiques qui sont propres à chacun. C'est-à-dire que moi, pour retrouver de la nature, j'ai
pas besoin d'aller loin. Mais ça n'engage que moi. Peut-être que pour vous, ça va être différent. Ça va être la nature dans le sens de wilderness, avec peut-être le recours au grand paysage. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur un terrain, dans un cadre propice, dans une ville aussi densément peuplée que Paris, pour voir pour avoir pour laisser une place à la nature, si la place laissée à la nature est entendue comme ensauvagement, paysage grandiose et sentiment de respirer, quoi. Je peux compléter ? Ouais. Peut-être si je peux compléter un peu, en fait, maintenant, il commence à y avoir beaucoup de travaux épidémiaux qui montrent que la présence en ville, la présence de végétation est associée à une diminution importante du risque de mortalité, et cette diminution est d'autant plus importante que les personnes sont plus défavorisées. C'est plutôt des travaux qui sont faits en Angleterre, en Nouvelle-Zélande. Un peu les mêmes résultats se retrouvent sur ce qu'on appelle les espaces bleus, en fait les espaces d'eau. Donc c'est sûr que remettre de la végétation en ville, renaturer les villes, ça sera très positif pour la santé. On a beaucoup plus de mal à trouver des travaux sur la faune. Même s'il y a quelques travaux, par exemple, qui disent que les bruits naturels et, par exemple, les sons d'oiseaux pourraient diminuer les impacts négatifs du bruit routier, par exemple. Donc c'est clair qu'en tout cas, en termes d'action, aujourd'hui, l'OMS dit que notamment la végétalisation, c'est une mesure de protection de la santé. Après, effectivement, quand on dit nature et santé, en fait, c'est un champ tellement vaste, il faudrait une journée, plus d'une journée. Il y a la perception, il y a la connaissance qu'on a, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces, y compris sauvages, à observer en Île-de-France, à pas beaucoup de minutes de métro d'ici, mais qui sont très peu connues, en fait. Il y a un autre sujet, moi, que je trouve super intéressant et qui, là, à ma connaissance, n'est pas du tout pensé comme ça. C'est qu'en fait, si on prend l'Île-de-France comme exemple, mais je pense que c'est vrai pour tous les territoires, on voit qu'en termes physico-chimiques, il y a vraiment des équilibres entre les espaces naturels et les espaces urbanisés qui se passent. Et par exemple, des climatologues ont montré que l'îlot de chaleur sur Paris, en fait, il dépend du type d'agriculture qui est fait dans les zones agricoles d'Île-de-France. Et que plus on a de l'agriculture intensive, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, plus on a un îlot de chaleur très fort. Et finalement, on pourrait se dire, à l'échelle d'un territoire, on va aller vers de l'agriculture qui respecte l'environnement, vers des bocages, et du coup on a de l'alimentation de qualité, on résout pas mal de questions qui ont été soulevées plusieurs fois dans la journée des pesticides, on s'attaque aussi à la santé des agriculteurs, on s'attaque à l'approvisionnement de la ville, et en plus on réduit l'îlot de chaleur. Donc finalement là, pour moi, ça c'est vraiment, si on arrivait à faire ça serait une seule santé, ou ça serait santé planétaire à l'échelle d'un territoire. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas du tout ce niveau de réflexion-là qui est pris en compte dans la conception, dans les choix qui sont faits. Faudrait pas qu'on dévie vers un dialogue, mais effectivement, je pense que c'est un peu ce que je disais sur les limites de l'action de la collectivité. C'est-à-dire que là, très concrètement, ce qu'on voit, par exemple, ce que tu évoques, c'est vraiment peut-être l'idée d'une biorégion, avec une interdépendance entre un centre urbanisé ou des centres denses, et puis une dépendance aux territoires agricoles qui sont autour. Mais effectivement, c'est très difficile de mener des politiques publiques qui soient entre les territoires. Bon, peut-être que si je travaillais à la région, j'aurais une vision un peu plus concrète et un peu plus optimiste. Mais aujourd'hui, je sais que déjà, pour mener des actions, par exemple, sur des projets d'aménagement qui vont être communs entre Paris et une ou plusieurs villes de première couronne, donc on est en termes géographiques, on est limitrophes. Même ça, en fait, c'est très compliqué mais souvent en raison des cadres réglementaires nationaux. C'est-à-dire que le PLU, pour l'instant, est majoritairement un PLU
liées à une collectivité. Certains territoires comme la métropole de Nantes par exemple ont fait des PLUI donc intercommunaux, Grenoble a fait ça aussi, mais après je demande à voir aussi comment ça se joue en termes de rapport de force. Enfin, il y a quand même plusieurs arènes politiques qui s'entrechoquent et ça conditionne beaucoup la condition de réalisation finalement des interdépendances entre territoires denses, territoires moins denses, territoires où on sacrifie complètement la biodiversité au profit de territoires où on sait qu'on va pouvoir aller se ressourcer et qui pour l'instant n'est pas exactement la logique qu'on peut espérer avoir. Allô, ouais. On doit malheureusement arrêter juste avant de laisser la parole à Andrea Olga Mantovani, quelques points non pas de conclusion, mais quelques points saillants de la discussion. Vraiment très rapidement, l'idée de territoire, Mathilde Pascal, je trouve, en a donné une définition qui était un peu différente de la mienne, mais néanmoins intéressante. Le territoire, c'est l'échelle à laquelle on peut visualiser les effets de son action. J'ai trouvé ça intéressant. Ce qui pose la question de la participation citoyenne aussi, qu'on n'a pas du tout abordé, mais ce sera pour une prochaine fois. Je retiens aussi de vos deux interventions, c'est très basique, mais l'enjeu crucial de produire des données sur l'exposition, mais aussi sur les actions qui sont menées. Et puis l'idée aussi que l'inversion du discours habituel sur les impacts négatifs du réchauffement climatique, les impacts positifs, et notamment il y avait une chose moi qui m'a interpellé, c'est que ce sont aussi les impacts positifs des recherches qui sont menées, puisque, tu l'as dit Mathilde, on a pu montrer que, ou on a pu, disons, on le savait peut-être déjà, mais que les femmes étaient plus isolées que les hommes, par exemple, les femmes âgées. Et ça, du coup, c'est finalement, à la faveur de cette crise, on peut aussi révéler des dominations ou des phénomènes sociaux. Voilà, c'est une ouverture positive. Je laisse la parole à Andrea Olga à propos de la photo. Donc on poursuit de mon côté l'aventure dans la forêt de Białowieża. Cette photographie que j'ai choisie pour illustrer ce point sur les territoires, on est donc tôt le matin dans la forêt de Białowieża, et ces points levés que vous voyez, c'est Camille Plancher qui a 20 ans, qui est un jeune activiste français de Besançon et qui est parti donc en décembre 2017 rejoindre le campement qui s'était créé dans la forêt. Tôt le matin, parce que en fait toute la nuit ils ont mené une opération de blocage pour ralentir les opérations de déforestation donc autour de la zone préservée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en fait, donc moi j'ai passé la nuit avec eux sur cette zone de blocage. Et je reviens sur cette photo et j'essaye de faire le lien avec le territoire. Pourquoi ? Parce que ma recherche photographique, tout le long, a été de comment me dégager de la news, de l'actualité, pour avoir une photo qui puisse emmagasiner à la fois les enjeux, la tension, apporter des symboles, les symboles du conte par la couleur, les menottes, ça revient à plein de choses. Et donc toute la nuit que je passe avec eux, j'ai pas de photographie qui vient, j'ai rien en termes créatifs, et voilà. Le matin, on part se promener tous les deux, et pour rigoler, Camille part dans le tronc et fait comme s'il disparaissait. Je travaille à l'argentique, j'ai qu'une seule photo que je ne vois pas, mais je sens qu'il se passe quelque chose, et je développe mes pellicules 2 mois plus tard, un moment quand je rentre en France pour développer mes pellicules. Cette photo a été le début de ma série dans l'écriture visuelle, vraiment de par une image, essayer de créer un mythe. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin sur nos territoires, c'est de la mythologie. On a le mythe de l'Antarctique, on a le mythe du désert du Sahara, on n'a pas de mythe de forêt en Europe. On est passé à côté de celui-là.
Avec le philosophe Baptiste Morisot, avec qui j'ai travaillé, avec qui on est reparti sur le terrain, on a développé toute cette idée de besoin de mythologie pour nous tirer vers. Et moi, je sais que ce qui me tire vers, c'est de croire à un avenir à mon échelle locale, sur mon territoire local, où les acteurs sont engagés. Voilà. Et je pense que ça revient à notre propre responsabilité, et donc notre transition de vie d'adulte. C'est comment peut-être on s'intéresse au plus de notre ville, la ville de Paris. Il y a plein de moyens, peut-être assez simples. Alors, on n'a pas beaucoup de temps dans nos vies, qui sont condensés. Mais essayons de trouver collectivement peut-être une rencontre une fois par mois pour s'engager sur notre territoire. Voilà. Je pense que pour moi, enfin, à mon avis, et c'est ce que j'ai ressenti au niveau de Białowieża, c'était vraiment au niveau local que se sont ensuite passées des choses au niveau national en Pologne et dans toute l'Europe de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, les activistes de Białowieża, qui se construisent de manière totalement improvisée, je reviens, ils sont invités à la Commission européenne, ils sont invités en Roumanie, on a beaucoup de déforestation, en Ukraine aussi, on a beaucoup de déforestation qui continue même avec la guerre, pour donner des outils concrets pour mener des actions cohérentes, coercitives d'activisme. Voilà. Donc en fait au niveau local, on peut toucher au niveau national, voire international. La preuve, ils arrivent aujourd'hui jusqu'à chez nous. Merci beaucoup. Voilà, merci à toutes les trois. On va marquer une pause de 10 minutes. On revient à 15h35, si ça vous convient. On n'aura presque pas de retard par rapport au programme.